Alors enchanté, je m'appelle Valentin Rafali. Je suis ravi d'être parmi vous aujourd'hui. Je suis né ici, je suis né à Marseille. À vrai dire, je ressens une certaine joie, mais en même temps, j'ai un petit peu peur. J'ai les jambes qui tremblent, c'est normal, parce que je suis en train de faire quelque chose que je n'ai jamais fait de ma vie. Et pour être très sincère avec vous, ce soir, finalement, ce projet, j'ai failli l'abandonner plusieurs fois. Mais bon, maintenant, je suis là. Je suis dans ce cercle rouge et j'ai décidé d'aller de l'avant. Et finalement, aller de l'avant, c'est l'histoire de ma vie. Ce soir, j'ai décidé de ne pas reculer, de respecter mon engagement. Quand je pense à la peur, finalement, je me dis qu'elle fait partie des choses. Elle fait partie de la vie, de ma construction. Elle est inévitable le jour où on décide d'écrire son monde d'après. J'ai longtemps cherché ma légitimité à être là ce soir et j'ai longtemps cherché ma légitimité à écrire sur le monde d'après. Quand je pense à cette hésitation, finalement, je me dis qu'elle me définit bien. Je suis quelqu'un de changeant. L'hésitation, c'est pas un manque de courage. La vérité, c'est que je combats mon esprit pour rester connecté à mon présent, parce que mon futur, il a toujours fait preuve d'angoisse. Et ça, on va en parler un petit peu ce soir. J'ai conscience que ce TEDx, comme n'importe quel projet, réussi, j'espère, il restera figé dans le temps ce soir. Mais ma relation au monde d'après, quant à elle, elle est libre. Et elle vivra au rythme que je le décide. Quand on m'a appelé pour participer ce soir, j'ai d'abord ressenti de la joie. La première chose que j'ai fait, j'ai d'abord appelé ma mère. Je lui ai dit, putain, maman, tu te rends compte on va faire un TEDx. Je dis on parce que ma mère, elle n'est pas là ce soir, mais c'est comme si elle était là. J'ai une petite photo d'elle dans ma veste. J'étais trop fier de rendre ma mère fière. Et ce qui s'est passé, c'est que quelques jours après, comme n'importe quel projet, qui sont plus grands que nous, alors l'euphorie, elle retombe. Je suis retourné en cuisine et je me suis dit, mais waouh, qu'est-ce que je suis en train de faire en fait? Je vais faire un TEDx, j'ai jamais fait ça. Alors j'ai rencontré la peur. Et dans la peur, dans son sac, il y a plein de monde que je connais. Quand j'ai ouvert le sac, j'ai rencontré le doute, j'ai rencontré mes angoisses, j'ai rencontré mon anxiété, j'ai rencontré mon eczéma qui me brûle les mains parfois quand je cuisine. J'ai rencontré tous ces outils de comparaison et quand on fait la somme de tous ces acteurs, alors on crée le syndrome de l'imposteur. Et le syndrome de l'imposteur, si je l'avais trop écouté, eh ben ce soir je ne serais pas là. La vérité, c'est que je suis ni historien, ni politicien. Je ne suis pas non plus le meilleur cuisinier, mais j'ai mes connaissances à moi. Est-ce qu'elles suffisent? Je ne sais pas. Maintenant, j'ai 29 ans, donc je commence un petit peu plus à me connaître, et c'est un âge assez important. Je sais que je suis curieux, je sais que j'adore l'aventure, et j'adore lire. Pourtant, je peux compter le nombre de livres que j'ai terminés dans ma vie, c'est un petit peu paradoxal. La relation au monde d'après, finalement, elle fait partie de ma construction. Des pages, j'en ai écrit des dizaines, et je les ai rendues fous parce que j'ai changé 3 fois d'axe. Je suis de nature perfectionniste, si je me lance, j'y vais à fond. Ce soir, j'ai trouvé la légitimité de ma présence d'abord par le travail, parce que c'est ma seule façon d'exister. Et ma légitimité, je l'ai trouvée pas dans l'étude de mon futur, mais dans celle de mon passé. Alors la première chose à savoir avec moi, c'est que je crois pas au talent et ça m'intéresse pas. Moi, je suis le produit de 15 ans de cuisine. Les fondations de mon travail, c'est la patience. La patience, elle a créé un truc en moi qui s'appelle la vision. Et la vision, elle a créé en moi quelque chose qui s'appelle le rêve. Et le rêve, c'est l'idée qu'un jour, alors je devienne ce gars, ce cuisinier plus précis, plus mesuré, plus équilibré, plus calme. Et la vérité, c'est que ce gars, ce cuisinier, je ne le suis pas encore. Et en fait, tous les ans, je démarre et je me dis, ok, bon, cette année, on se concentre là-dessus. Et l'année d'après, on se concentre là-dessus. Et en fait, je vis constamment dans une déconnexion du présent, parce que tout ce que je rêve finalement, c'est de devenir une meilleure version de moi-même. La vérité, c'est qu'on nous apprend très tôt à regarder vers l'avenir, à planifier, à rêver, à construire quelque chose de réussi. On nous dit que notre futur, il est entre nos mains et qu'il dépend de nos choix et souvent de nos efforts aussi. Ce soir, j'ai envie de vous parler de cette quête magnifique et dangereuse qu'est le futur, parce que cette quête si mal apprivoisée, elle peut aussi nous détruire et nous abîmer de façon invisible et progressive. J'ai eu beaucoup de chance finalement dans ma vie, parce que j'ai eu ma mère, et ma mère, elle m'a toujours dit, écoute Val, le plus grand luxe dans la vie, c'est d'avoir le choix. Ça, c'est une phrase qui m'a jamais quitté, et finalement, en fait, je me suis construit derrière ça. Le plus grand luxe dans la vie, maman, je suis d'accord, c'est d'avoir le choix, et je vais tout faire pour, je serai là le premier, je partirai le dernier, comme aujourd'hui. Mais malheureusement, dans la vie, on ne décide pas toujours, et en fait, c'est là où mon histoire commence.
À l'âge de 2 ans, c'est écrit sur ma gueule, j'ai eu un cancer et j'ai perdu l'utilisation de mon œil droit. Quand je suis tombé malade, c'est la première fois de ma vie que je rencontre l'angoisse, et l'angoisse, finalement, je l'ai rencontrée dans le regard des autres avant même de la comprendre en moi. Cette angoisse de vivre et du demain, je l'ai rencontrée dans les regards inquiets de ma famille, de ma sœur, de mon frère, mais aussi dans le silence des médecins. Mon isolement, il a commencé le jour où je suis tombé malade et le jour où j'ai réalisé que finalement, il y a plein de questions qu'on ne posait pas aux autres. Moi, j'ai grandi avec des questions qui m'ont fait beaucoup de mal, mais ça, c'est l'histoire d'un enfant malade. Ces questions, elles sont souvent posées au conditionnel, elles sont à base de est-ce qu'il pourra aller à l'école, est-ce qu'il pourra faire un sport, que devra-t-il surmonter? Et toutes ces questions conditionnelles, futuristiques, elles font du mal, parce qu'à 2 ans, on n'est pas vraiment en âge d'entendre ça, et la vérité, c'est qu'on ne les comprend pas toujours. Si je suis venu ce soir, c'est pour une raison. Hier soir, j'ai eu un de mes potes au téléphone et je lui ai dit « Mec, je stresse de ouf. » Et il m'a dit « Mais Val, ton texte, je le connais et ce soir, tu parles pas pour toi, tu parles aux autres. » Et dans un premier temps, ce texte, la première partie, je vais parler aux enfants malades parce que je sais ce que c'est l'isolement. Je sais ce que c'est de se sentir seul et je sais ce que c'est de douter face à la maladie. Il m'a fallu beaucoup de temps pour parler de mon cancer et la vérité, c'est que j'ai passé toute ma vie à essayer de le cacher. Derrière mes photos, j'ai l'habitude de faire des doigts d'honneur ou alors je me tournais de profil. C'est pas évident que d'en parler devant 1000 personnes, mais aujourd'hui je le fais et c'est ma façon de faire mon deuil. Désolé. La vérité, c'est que quand on est malade, quand on est gamin, on sait ce qui se passe quand même. On a 2 ans, mais on n'est pas con. On se dit, ok. On sait qu'on est loin d'une vie normale, et la vérité, c'est que notre futur, il se façonne derrière des mots que l'on comprend à peine, mais derrière des regards et des silences que l'on interprète trop bien. En grandissant, j'ai été soigné, puis après je suis allé à l'école, et j'ai souvenir de reconnaître ma différence à travers le regard des autres. J'ai souvenir de représenter parfois quelque chose de fragile, comme si mon futur, il était rendu à quelque chose d'hypothétique ou de conditionnel, et ça fait mal. Ce soir, je vous ai un peu menti, parce que finalement, des cancers, j'en ai rencontré 2. Le premier s'appelle rétinoblastome et j'ai été sauvé à l'Institut Curie à Paris. Et le deuxième cancer, finalement, il fait beaucoup plus de mal. Il est partout présent dans cette salle ce soir. Et ce cancer, j'ai réussi à l'esquiver grâce à ma mère. Et il s'appelle le doute. Le doute, il tue des gens, il tue des enfants, il tue des rêves, il tue des projets. Et la plus grande chance de ma vie, finalement, que j'ai eue, c'était d'avoir ma mère. Parce qu'elle m'a protégé, elle a créé un genre d'arceau invisible autour de moi. À travers ces mots, elle ne m'a jamais considéré comme quelqu'un d'handicapé. J'ai toujours grandi dans une maison où je me suis senti capable et puis j'ai pu tout faire. Et puis il y a une deuxième personne aussi qui m'a sauvé, et c'est fou parce que quand j'écrivais le TEDx, en fait, je me suis rendu compte que j'avais jamais connu son prénom. Cette personne, elle s'appelle le Dr Lévy, et le Dr Lévy, c'est un peu comme ma deuxième maman. Elle s'est occupée de moi pendant 22 ans à l'Institut Curie. Là où elle m'a sauvé, au-delà des mots, c'est que quand j'ai rencontré le Dr Lévy, alors j'ai rencontré le culte du courage. Il n'y a personne ici qui est né courageux. Et si tu as été courageux aujourd'hui, alors tu le seras peut-être pas la semaine prochaine. J'ai souvenir d'un exercice qui était super douloureux et on appelle ça un fond d'œil. Un fond d'œil, c'est un petit peu comme les lumières qui sont pointées sur ma gueule là, sauf que cette lumière, elle est à ce niveau-là de distance. J'ai souvenir que le fond d'œil, je devais le faire tous les ans. Tous les ans, et c'était une façon de vérifier la santé de mon œil gauche, donc c'était un passage obligatoire, mais j'ai souvenir d'un truc, c'était de la douleur. J'ai souvenir, j'étais sur cette chaise en plastique. J'avais ma mère à ma droite, le Dr Lévy à ma gauche. J'étais obligé de regarder cette lumière et c'était ma seule façon de préserver et de regarder mon cancer. Et ce qui m'a marqué finalement chez le Dr Lévy, c'est que les seules paroles qu'elle me disait, « Écoute Val, je sais combien ça fait mal. Je sais combien ça fait mal, mais tu regardes tout droit et il faut le terminer. Cet exercice, on le termine et ça va aller, ça va aller. » Finalement, c'est derrière ces mots que je me suis construit. La relation au monde d'après, finalement, son courage, elle n'existe pas. Et que de s'imaginer ou de prétendre être quelqu'un de courageux, sans cultiver son courage, alors c'est un fantasme. Être courageux, c'est être en capacité de se confronter à ce qui fait mal. On sait ce qui nous attend, mais on y va quand même parce qu'on sait que ça nous fait du bien. Le doute, la peur, ça fait partie de la famille du courage. Voilà. Pardon. Ouais. Ouais. Finalement, j'ai jamais vraiment eu l'insouciance d'un enfant normal.
Ça vient de mon cancer, mais la mauvaise nouvelle, c'est qu'à 8 ans, j'apprends que mon père il décède d'un cancer qui généralisait. Ce jour-là, je l'ai vécu comme un cataclysme, et j'ai souvenir que j'avais plus aucune connexion à mon présent et que l'idée d'un futur, en fait, elle était complètement oubliée. Le jour où mon père est mort, finalement, je pense que j'en ai jamais vraiment guéri. Maintenant, ça va mieux, évidemment, parce que j'ai grandi, mais ça a créé un vide et une peine au fond de moi que j'ai cherché de remplir toute ma vie. Et c'est ça l'histoire de ma vie. Le problème, c'est que quand mon père est mort, alors j'ai eu pour la première fois la preuve qu'on pouvait mourir d'un cancer. Je pense qu'il y a des parents dans le public ce soir, et ce qu'il y a de magnifique avec les parents, c'est qu'en fait, ils représentent un petit peu une structure invisible que l'on ne voit pas, mais qui est nécessaire à l'évolution d'un enfant. J'ai souvenir de ces questions horribles, et j'étais avec ma petite sœur, on avait 8-9 ans, et je me disais, putain, mais si l'évolution, c'est le futur, et si le futur, alors c'est le monde d'après, mais on va faire comment sans papa, en fait? Et puis après, on ressent le vide, et on retourne à l'école, et en fait, on se rend compte que le vide, il fait quand même partie de nous. Le vide, il m'a jamais quitté. La peine non plus. Alors ce que j'ai fait, c'est qu'à 14 ans, j'ai mis le premier pas dans une cuisine. Il y a deux raisons pourquoi j'ai commencé à cuisiner. La première, c'est que j'avais un besoin de liberté. Je viens d'une famille de travailleurs, je faisais beaucoup de skate. Mais la vérité, c'est que si je cassais ma planche, ma mère, elle était en mode, maintenant tu te débrouilles en fait. Ta planche, je vais pas t'en repayer une, quoi. Et j'ai commencé à faire de la cuisine pour cette raison, parce que j'avais besoin de ce sentiment de liberté, en fait. J'avais la sensation d'être enfin légitime, de pouvoir acheter ce que je voulais, et j'adorais cette sensation. Et la deuxième raison, c'était de combler ce vide. J'ai souvenir de commencer mon apprentissage, donc j'ai commencé dans un restaurant étoilé avec un chef meilleur ouvrier de France, et cette personne, elle m'a mis sur les rails à vie. La vraie raison, et celle qui est plus profonde, c'est que j'avais l'impression de faire quelque chose de bien et enfin d'être fier de moi. Le jour où je suis rentré dans ce restaurant, j'étais en connexion avec mon père et je me disais, putain, papa, t'as vu la classe quand même. Je suis dans un restaurant étoilé, je me débrouille pas trop mal. Et ça, c'est venu de moi. C'est pas maman qui a voulu me mettre là-dedans, c'est moi qui l'ai décidé. Et j'espère que t'es fier de moi. J'ai trouvé ma place en cuisine pour plusieurs raisons. Déjà, la première raison, c'est qu'en cuisine, t'as pas besoin de parler. La cuisine, elle parle là où mes mots échouent. Et la vérité, c'est qu'en cuisine, on s'en fout de savoir si tu as eu un cancer, on s'en fout de savoir si tu as perdu ton père, parce que tout ce qui importe, c'est la connexion que tu as avec ton présent. J'ai été formé par des gens où la discipline, l'effort, le regard et la perfection, ça, c'est des uniques sujets en fait qu'on avait en cuisine. Et le seul truc qui compte, c'est que ce que je vais t'apprendre aujourd'hui, alors demain et uniquement demain, à J+1, il va falloir que tu sois en capacité de le reproduire. Dans ce genre de cuisine, l'exigence il est tellement haut que le J+3, il n'existe même plus. Ces gens, ils m'ont sauvé parce qu'ils m'ont appris quelque chose de super important pour la construction de mon monde d'après. C'est l'importance de protéger la santé de son présent. Et la santé de son présent, elle vient par l'hyperconnexion du mouvement et du geste. Et ça s'apprend que dans le calme et dans la relation au présent. Et ça, je leur dois. Ils s'appellent Serge et Maxime Chenet et ils ont sauvé ma vie. Alors c'est à partir de là où l'histoire elle commence à être plus cool parce que je grandis et tout. Donc là j'ai 23 ans et je reviens de New York, donc j'ai passé un peu moins d'une année à New York. C'était mon rêve, là j'avais tout, Notorious Big, le skate, tout. Et c'était là aussi la première fois que j'ai été chef, donc j'ai goûté à ce sentiment d'indépendance. J'ai souvenir de ces beaux souvenirs et le problème c'est qu'avec le Covid ça s'est un petit peu précipité, j'ai dû rentrer à la maison. Donc je suis rentré à Marseille. En rentrant à Marseille, du coup, j'ai décidé d'ouvrir mon restaurant. Et ce restaurant, il s'appelle Livingstone, il est au cours Julien à Marseille. Ce restaurant, c'est la plus belle création de ma vie. Et ce restaurant, je l'ai ouvert pour deux raisons. La première raison, c'était pour un besoin de liberté et d'arrêter de demander la permission. J'avais une envie de pouvoir créer. À travers la création de Livingstone, finalement, j'ai respecté la promesse de mon enfant quand j'ai commencé à 14 ans. Et je me suis dit, tu sais quoi, ma première motivation, c'est pas de briller. C'est juste d'arrêter de demander la permission. Et au bout de 3 mois, on est devenu le meilleur bar à vin de France, et ça, je ne l'ai jamais vu venir. Il y a quelque chose de très méditatif avec la cuisine, il y a une vraie introspection, parce que c'est la beauté du geste, la beauté de la répétition, et c'est pour ça que être connecté au présent, c'est si important. Mais il y a des moments, tu pars un petit peu en live, tu as fait 1500 anchois, tu es tout seul, et là, je commence à penser à mon père, et je me dis, putain, mais peut-être qu'il est en train de me regarder, en fait. Si j'ai ouvert ce restaurant, finalement, c'est pour remplir ce vide. Et j'ai souvenir parler à mon père quand j'étais en mise en place. Je te disais, bon, pas. Je sais que c'est pas. Mon père, c'était un mec assez précieux quand même. Il avait toujours une jolie veste, il aimait bien les restaurants étoilés et tout ça. Et les Livingstone, c'est pas vraiment ça. C'est un restaurant de potes, c'est mon restaurant, j'avais 24 ans. Donc j'ai souvenir de m'excuser à mon père et de lui dire, écoute, pas, me vaut un petit
Non, c'est quoi l'expression déjà? Me vaut un petit chez nous plutôt qu'un grand chez les autres. Et je me souviens lui parler, lui dire ça, lui dire écoute, je sais que c'est un peu le bordel, je sais que ça pourrait être un peu plus propre, mais quand même, le restaurant gelé, je pense que tu serais super fier de moi. La vérité, c'est que le vide, on va jamais le combler, mais par contre, la connexion, on peut toujours décider de la faire, et moi, c'est ce qui m'a sauvé. Quelques années plus tard, là, il y a Top Chef qui m'appelle. Ils m'appellent. Ils me disent écoute, Val, on aime bien ton profil, on aimerait bien que tu participes à l'émission. Alors, au premier appel, d'abord, j'ai refusé, parce que j'ai trouvé toutes les raisons du monde de ne pas le faire. Et quand j'écrivais ce TED, finalement, je me disais putain, mais il y a un gros lien de corrélation entre le TED et Top Chef. Si j'ai refusé le premier appel avec Top Chef, c'est pas parce que j'avais pas envie de le faire. Si j'ai refusé ce premier appel avec Top Chef, finalement, c'est parce que j'étais confronté à mes peurs et à mon doute. Le jour où j'ai accepté, finalement, c'est le jour où j'ai pris mon courage entre mes deux mains, comme quand je faisais mon fond d'œil quand j'étais petit, parce que finalement, ma construction, elle s'est toujours faite comme ça. J'ai jamais fait Top Chef ou ce TEDx pour briller. Si je suis là ce soir, c'est parce que je suis dans la culture quotidienne de mon courage. La pire chose que je puisse faire, c'est m'abandonner à travers ça. J'ai la responsabilité de cultiver ce courage et de me mettre dans des positions qui sont inconfortables. J'ai la responsabilité d'aller là où je ne connais pas. J'ai la responsabilité de voyager. Voyager, ça veut dire accepter des projets qui semblent être plus grands que nous. Et ça, c'est le pouvoir des mots et c'est le pouvoir de l'éducation que j'ai eue. Ce qui a fait la différence dans ma vie, c'est que très tôt, j'ai décidé et on a la responsabilité de choisir ses mots quand on parle à un enfant malade. Le risque, c'est que si on ne choisit pas ces mots, alors on peut enfermer cet enfant dans un truc que j'appelle la prison de l'esprit. La prison de l'esprit, c'est un avenir qui n'a pas de couleur. La plus grande chance que j'ai eue, finalement, c'est l'éducation et c'est les mots de ma mère. Le Petit Prince. Alors j'ai réalisé quand j'étais dans le couloir tout à l'heure que ça tombait bien parce que Saint-Exupéry, donc c'est l'auteur du Petit Prince, il est mort à Marseille. Donc je sais pas si c'est un petit clin d'œil du coup. La vérité, c'est que c'est le Petit Prince qui m'a sauvé. Il y a une phrase, bon je me suis permis de l'écrire parce que j'avais trop peur de l'oublier. Elle dit on ne voit bien qu'avec le cœur parce que l'essentiel est invisible pour les yeux. La vérité, ce qui fait mal, c'est l'interrogation abusive de notre futur. C'est le doute, c'est de constamment se poser la question de « et si ?» et comment ça va se passer. La vérité, c'est qu'on n'en sait rien. On n'en sait rien, il faut accepter qu'on est complètement paumé et le seul endroit où on a du contrôle, finalement, c'est dans le présent. Dans le présent, pardon. Dans le présent, aujourd'hui, je suis complètement vivant. Ce matin, j'étais le premier arrivé, je serai le dernier parti, et ça, c'est l'histoire de ma vie. Le message, il concerne les abîmés, les griffés de la vie, les marginaux, les gens qui se sentent différents, parce que finalement, à travers mon message, c'est le message... Ce message, c'est le message de la... Pardon. Quand je pense à mon monde d'après, finalement, cet exercice a été une grosse thérapie. Parce que la morale dans l'histoire, c'est que ce vide, à travers les traumas, en fait, on le remplira jamais. Ça sert à rien de courir derrière les projets. Tout ça, c'est qu'une question d'ego. Parce que mon père, il sera tout le temps là, il me regardera toujours finalement. La vérité, c'est que ça sert à rien de cacher tes différences. J'ai passé 25 ans de ma vie à cacher mon œil sur toutes les photos. J'ai passé 25 ans de ma vie à être terrorisé du regard de l'autre. Et finalement, aujourd'hui, je suis connu en cuisine pour mon individualité, pour ma personnalité, pour mes différences. Et j'aurais jamais été le cuisinier que je suis aujourd'hui sans mon cancer et sans la mort de mon père. Alors que j'accepte toutes les peines, toutes les épines, tout ce qui m'a fait du mal parce que ça a fait de moi qui je suis aujourd'hui. Et c'est comme ça que je conçois mon monde d'après. Donc merci tout le monde, merci ce soir. Ouais. Merci.